Bon, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo et finalement je me suis décidée de la faire dans un but purement informatif, tout simplement parce que s'il y a des gens qui sont dans mon cas, je suppose que vous n'aurez pas trouvé beaucoup d'informations sur le net à propos de ce problème, et moi j'aurais bien aimé trouver plus d'informations, pouvoir trouver plus de témoignages, pouvoir trouver plus de documentation. Il y a très peu de documentation sur ce problème. J'ai décidé de faire cette vidéo dans un but purement informatif et pour pouvoir peut-être rassurer s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu moins drôle que d'habitude, car je vais vous parler donc de mon kyste situé sur ma tempe ici. Je fais vraiment cette vidéo à titre informatif parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, il est très difficile de réussir à trouver des informations à propos de kystes dermoïdes situés sur la tête. Lorsqu'on recherche sur Google le terme kyste dermoïde, on tombe souvent sur des kystes dermoïdes ovariens, ce qui n'est pas du tout le cas ici. On n'est pas sur un kyste ovarien mais sur un kyste dermoïde temporal. Et donc la documentation à propos de ces kystes est vraiment très difficile à trouver. Il faut savoir que moi, ma documentation vient de ce que j'ai entendu de mon médecin et de mon chirurgien, de sites universitaires. Alors il faut savoir que je n'ai absolument pas du tout un diplôme en médecine, je n'ai absolument pas la science infuse. Moi, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment mon histoire, mon vécu. Donc si toi aussi tu es atteint de ce genre de kyste, surtout ne prends pas pour acquis tout ce que je dis. N'hésite pas à faire tes propres recherches et surtout n'hésite pas à poser toutes tes questions à ton médecin ou à ton chirurgien. C'est eux les personnes de référence, c'est eux qui ont le plus d'informations à propos de ces choses-là. Voilà, n'hésite surtout pas à te référer à quelqu'un du corps médical et surtout pas à moi. Moi, c'est vraiment mon histoire, mon vécu et ce que j'ai compris de la chose. Entre parenthèses, je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits parce qu'en fait là je tourne dans mon salon et j'ai mes chats qui sont en train de manger leurs croquettes sur leur gamelle interactive et donc ça fait énormément de bruit. Voilà pourquoi vous entendez des bruits absolument abominables. Donc le kyste dermoïde est une formation tumorale bénigne avec une croissance lente à très lente. Elle peut se manifester après plusieurs années. Ce sont souvent des formations congénitales qui se forment entre la 3e et la 5e semaine embryonnaire. Un kyste dermoïde est très hétérogène en raison de la diversité des matériaux qui se collectent dans sa cavité. Un kyste dermoïde est composé d'éléments dermiques, c'est-à-dire des follicules pileux, de la glande sébacée et sudoripare, et parfois même des lobules graisseux. Donc le contenu kystique est un mélange hétérogène de kératine, de cholestérol, de sécrétions sébacées, de sécrétions sudoripares et également parfois de poils. Vous allez vous demander comment ça se fait qu'on peut avoir des poils comme contenu dans un kyste. Tout simplement parce qu'un kyste dermoïde est en fait une espèce de partie de peau qui se refermait entre deux parties d'os. Donc on a la tête est divisée en plusieurs parties d'os. Et en fait un kyste dermoïde, c'est lorsque les os se sont refermés, il y a une petite partie de peau qui est venue s'installer entre les deux et qui est restée coincée entre ces deux parties d'os. Et donc la peau, qu'est-ce que ça produit? Et ça produit du sébum, ça produit des poils. Tout le monde produit de la transpiration un peu partout sur sa peau. Donc voilà, en fait ce kyste dermoïde contient vraiment tout ce que peut contenir une peau. Tous ces déchets de la peau s'accumulent, mais en dessous et dans une coque. Et donc ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, ça grossit. Le kyste dermoïde peut se transformer en carcinome malin, mais ça reste des cas exceptionnels. C'est extrêmement rare de voir cette tumeur qui se transforme en tumeur maligne. Il faut savoir également que le kyste dermoïde est extrêmement rare. Il ne concerne que 1% des tumeurs intracrâniennes. Je ne vais pas aller plus loin dans les informations que je vais vous donner. Si vous voulez par contre vous documenter et aller plus loin dans la recherche, je vais vous mettre dans la barre d'infos un lien d'un site de neurochirurgie qui va vous donner dans les détails vraiment toutes les informations à propos des kystes dermoïdes et épidermoïdes. N'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse parce que le contenu est vraiment très bien fait et explique très bien. Maintenant, on va passer à ma petite histoire. Alors pour ma part, ce kyste s'est déclaré vraiment dans la petite enfance. J'étais en maternelle. Dans ma classe de maternelle, il y avait une petite fille qui était très méchante, qui aimait beaucoup faire du mal aux autres. Et elle avait tendance en fait à frapper, à pousser. Une fois, j'étais dans la cour de récréation et cette petite fille est arrivée brusquement vers moi. Elle m'a attrapée par les cheveux et m'a tapé la tête très fort contre le mur en béton. En fait, c'est comme ça que j'ai eu donc un hématome, une
une bosse qui a commencé à se former. On a mis de l'uridolide, machin, enfin tous les trucs pour éviter d'avoir des hématomes. Et cet hématome en fait n'est jamais parti et c'est comme ça en fait que c'est déclaré pour la première fois ce kyste dermoïde. Et mes parents ne s'en sont jamais inquiétés. Donc en fait cette bosse est restée mais était assez petite, c'était pas quelque chose comme ça comme maintenant. Il fallait quand même regarder d'assez près, il faut que je sois vraiment dans un angle bien spécifique. En plus j'avais des franges, puis j'ai eu des mèches, etc. Donc j'ai jamais eu vraiment mon visage découvert comme actuellement. Donc on ne s'est jamais trop inquiété. Donc en fait ce kyste est resté le même pendant des années et des années. Il ne me semble pas qu'il grossissait. Et puis un jour vers mes 13 ans je crois, avec une copine on a voulu regarder un truc en même temps et en fait on s'est donné un énorme coup de boule et sa tête est venue frapper juste ici en fait, juste sur mon kyste et en fait ça a un peu explosé. La bosse en fait elle est vraiment devenue beaucoup plus petite, elle s'est vraiment écrasée, je la sentais avant assez fort et puis à partir de ce jour là où il y a eu vraiment ce coup de boule assez violent, elle a vraiment diminué, elle s'est aplatie et donc bon ben, j'étais un peu contente, hein. Je me suis fait purée, ça m'a fait vraiment mal mais au moins ça s'est aplati, c'était bien. Et puis en fait il n'y a plus vraiment d'évolution de ce kyste, il est resté relativement plat. On le voyait encore légèrement mais j'avais pas de remarques sur oh tiens tu t'es fait une bosse, tu t'es cogné, machin, voilà, j'avais vraiment aucun problème. Ça se voyait vraiment très peu, ça s'était vraiment très fort aplati. Donc moi j'étais contente, donc forcément je n'ai jamais consulté pour ça. Donc une fois arrivée à mes 22 ans si je me souviens bien, donc en juin 2017, j'ai eu la réflexion que je voulais me débarrasser de cette bosse qui m'encombrait. On ne la voyait pas énormément mais moi je savais qu'elle était là et elle m'ennuyait sérieusement, je ne voulais plus avoir cette chose sur ma tête. J'ai demandé à mon médecin traitant s'il connaissait une bonne chirurgienne esthétique. Il m'a conseillé une personne chez qui j'ai téléphoné et j'ai pris rendez-vous. J'ai donc téléphoné en juin 2017 et j'ai eu mon premier rendez-vous le 8 juin 2018, donc un an après. Donc arrivé le 8 juin 2018, j'étais très contente de pouvoir avoir un diagnostic pour ce truc. Donc je me suis rendue chez la chirurgienne qui donc m'a appris que c'était un kyste dermoïde. Et donc avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur ce kyste, il fallait déterminer un peu sa nature, voir où est-ce qu'il était situé, où est-ce qu'il prenait racine. Et donc elle m'a dit qu'il fallait que je fasse un scanner et une échographie si je me souviens bien. Et qu'ensuite je devais reprendre rendez-vous chez elle. Ce que j'ai donc fait, entre temps j'ai eu quelques soucis donc j'ai pas su tout de suite prendre rendez-vous pour faire des scanners, échographies etc. parce qu'en fait entre temps j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler et en fait les horaires ne matchaient pas avec les horaires pour aller faire les analyses, enfin bref voilà. J'ai été faire donc l'échographie, le scanner et ensuite j'ai pris rendez-vous de nouveau chez la chirurgienne. J'ai pris rendez-vous en janvier ou février 2019, j'ai dit que c'était un suivi et j'ai eu rendez-vous pour fin juillet 2019, donc plus ou moins 6 mois après. Ensuite, lorsque je suis retournée en juillet 2019, elle m'a proposé donc de tout de suite opérer. Donc j'ai eu mon opération une semaine après, donc début août 2019. Et donc on a procédé à l'ablation de ce kyste. Apparemment, elle a eu beaucoup de mal à le retirer parce qu'il était la masse était très étendue. Il s'était vraiment étendu plus que ce qu'on pensait. En plus, il commençait à venir sous l'œil, il y avait des parties qui étaient sous l'œil, donc elle m'a dit qu'elle a retiré vraiment le plus qu'elle a pu et qu'elle a vu. Alors l'opération s'est donc super bien passée pour moi, je vous mets ici une photo post-op, donc juste quelques heures après l'opération, non le jour d'après. Ça s'est très bien passé pour moi, bon forcément il y a eu un œdème, ça a été fort gonflé, mais c'est le cas pour toutes les opérations, hein, surtout au niveau du visage. Alors juste après l'opération, je n'avais plus l'usage de mon sourcil. C'est tout à fait normal parce qu'en fait on vient tripoter dans tout ce qui est muscle tenseur ici. Au niveau de la cicatrice, j'ai eu une très belle cicatrice qui est restée rouge plus ou moins 2-3 mois et ensuite elle est vraiment devenue invisible, elle est vraiment très belle. Malheureusement j'ai très vite déchanté, plus ou moins 4 mois et demi après l'opération, j'ai commencé à ressentir une petite boule. La chirurgienne m'avait averti que je pourrais avoir en fait un creux là où il y avait parce qu'en fait le kyste a creusé en fait un peu un creux dans ma boîte crânienne pour pouvoir se mettre et donc je risquais d'avoir un creux
Et effectivement j'ai eu ce creux, c'est vraiment devenu très très creux, on voyait vraiment un creux dans mon visage. Je sais, j'arrête pas de répéter ce mot, mais c'était assez impressionnant parce que là j'ai donc normal, c'est plat, et là ça faisait vraiment un creux très très fort. Donc je m'étais dit, j'ai repris rendez-vous plus ou moins à ce moment-là parce qu'elle m'avait proposé en fait qu'on pourrait remettre un petit peu de graisse à ce niveau-là si j'avais un creux qui était trop prononcé. Et effectivement le creux était vraiment fort prononcé, donc j'ai pris rendez-vous à ce moment-là en me disant on va remettre de la graisse dans ce creux pour pouvoir avoir les deux côtés du visage qui sont les mêmes. Mais entre temps, donc mon rendez-vous je l'ai pris plus ou moins mi-novembre et on m'a donné un rendez-vous pour fin mai. Entre temps vers mi-décembre, j'ai commencé à ressentir une petite boule en fait au niveau de là où on avait retiré le kyste. À partir de ce moment-là je me suis dit oh, c'est pas top, je recommence à sentir une petite boule, c'est pas normal. Je me suis pas trop inquiétée, je me suis dit on va voir comment ça va évoluer. Et puis en fait cette petite boule a grossi extrêmement vite. En 2 mois, ça avait repris sa forme originale en fait. Et j'ai constaté au fur et à mesure des semaines qu'en fait chaque jour, cette boule grossissait de plus en plus. Et ici, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces 2-3 dernières semaines, la boule a continué de vraiment grossir et a commencé à me faire très mal. Elle est totalement enflammée, donc je sens c'est vraiment très très chaud. Je touche à peine comme ça que ça me fait mal. Je ne supporte pas le contact d'un tissu. Donc je ne peux pas mettre ma capuche, je ne peux pas mettre de bonnet, je ne peux pas mettre de headband, je ne sais pas dormir dessus. Alors là, dormir dessus, c'est vraiment le pire truc que je pourrais faire. Ça me fait super mal, je ne sais pas faire ça. Quand je fais ça, ça tire énormément. Même sans bouger le sourcil, ça tire énormément. Je sens qu'il y a beaucoup de tension. C'est hyper enflammé, c'est juste impossible de vivre avec ça. Et dans les hôpitaux, ils ne prennent plus aucun rendez-vous. Donc j'ai contacté en fait directement la chirurgienne qui m'a opérée dans une clinique privée. Et là en fait, comme il y a plein de gens qui ont annulé leur rendez-vous dû au Covid-19, en fait ils ont eux-mêmes annulé leur rendez-vous. Le jour même que j'ai téléphoné, 2 heures plus tard, on me donnait un rendez-vous, on m'a dit vous pouvez venir tout de suite. Donc je me suis présentée dans cette clinique privée où donc ma chirurgienne m'a reçue. Elle a vu à quel point c'était gonflé, à quel point c'était enflammé et que ça me faisait mal. J'ai eu rendez-vous le lundi 30 avril à la clinique privée. La chirurgienne m'a dit qu'elle allait voir pour essayer de m'opérer dans le courant de la semaine suivante. Ici j'ai eu des nouvelles hier, je vais être opérée de ce kyste le 7 avril. Je vais enfin dans quelques jours être débarrassée de cette chose qui me fait horriblement mal. Donc ici on est le 1er avril, je me fais opérer le 7, donc je vais continuer à tourner cette vidéo le 7 avril lors de mon intervention. Donc je vous filmerai le avant et bien sûr le après lorsque je sortirai de la clinique. Bonjour à tous, enfin rebonjour pour vous. Alors on est donc aujourd'hui le mercredi 8 avril, donc on est au jour de l'opération plus 1. J'ai pas tourné le jour de l'opération tout simplement parce que avec les normes qu'il y a avec le Covid-19, on ne pouvait emmener que le strict minimum à l'hôpital, c'est-à-dire son téléphone et éventuellement un chargeur, sa carte d'identité et sa carte d'assurance et c'est tout. Donc voilà, j'ai rien pu filmer à l'hôpital de toute manière, comme j'ai eu une anesthésie générale. Hier j'étais un peu dans le cake, même quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas encore très bien. J'ai essayé de filmer en rentrant chez moi mais je disais n'importe quoi, j'arrivais pas à trouver les bons mots, j'étais un peu dans le cake, j'ai essayé plusieurs fois de parler, de filmer mais j'ai juste absolument pas réussi. Donc je me suis dit tant pis, je vais attendre demain, je vais manger, je vais bien dormir et puis ben voilà. Donc voilà, on est donc aujourd'hui le mercredi à opération jour plus 1. Et bien écoutez, l'opération s'est très bien passée. Quand je suis arrivée au bloc, l'anesthésiste m'a beaucoup fait rire, donc j'ai été très détendue. Et ensuite mon réveil s'est fait assez calmement. Bon forcément je vais pas mentir, hein, quand on se réveille d'une anesthésie générale, forcément on n'est pas au top de sa forme, hein. On est dans le cake, on n'est pas très bien, on a des antidouleurs donc on a un peu envie de vomir, on sait plus trop où on est, enfin voilà, c'est un peu flou. En plus moi j'ai dû retirer mes lentilles donc je ne voyais absolument rien du tout, c'était juste des grosses taches floues donc ça renforçait cet effet. Mais bon voilà, il m'a fallu un petit temps. Je me suis réveillée en ayant la dalle, j'avais hyper faim.
Comme j'avais un peu mal, ils m'ont mis aussi un peu de morphine, mais je déteste qu'on me mette de la morphine parce que je suis vraiment malade avec la morphine. Ça me donne vraiment très chaud et en plus de ça, ça me donne vraiment des nausées absolument atroces. Je suis assez vite remontée dans ma chambre et à peu près une petite demi-heure après que je sois remontée de ma chambre, ils ont servi les repas. Les infirmières m'ont quand même servi un repas. J'étais censée juste manger un tout petit peu, mais en fait j'avais tellement faim que j'ai englouti tout le plateau repas qu'on m'a donné. Les infirmières étaient assez étonnées. J'avais vraiment faim, j'avais la dalle, j'avais l'impression de l'avoir mangé depuis 4 jours. Et j'ai tout mangé. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai toujours mon bandage. Donc ouais, avec mes cheveux qui ressortent de partout, c'est hyper sexy. Donc j'ai toujours mon bandage. Je vais le retirer donc demain à 12h15. C'est un bandage en fait compressif qui vient vraiment compresser très fort la plaie. Apparemment ils ont aussi mis un petit drain. D'ailleurs je vois qu'ici le bandage est plein de sang et plein de crasse. Donc j'ai hâte qu'on le retire parce que c'est pas très agréable. Donc je vous donne des nouvelles demain lorsque ce sera retiré pour vous montrer à quoi ressemble la plaie. Et bien voilà, nous sommes donc le jeudi, donc à jour +2 après l'opération. Je reviens tout juste d'avoir été changer mon pansement. Alors pour le changement de pansement, apparemment il y avait eu un drain, ils l'ont retiré, bon ça a fait quand même assez mal lorsqu'ils l'ont retiré. Et ensuite ils ont vraiment compressé la plaie, ils ont vraiment appuyé très fort pour vraiment faire sortir un maximum de choses qui auraient pu encore être en dessous. Du coup voilà, pour l'instant j'ai très mal parce que je sens que on a chipoté à la plaie. La cicatrice fait vraiment tout le long du pansement. La première fois ils avaient donc ouvert ici à l'arcade sourcilière jusque là, donc c'est vraiment une toute petite cicatrice. Ici la cicatrice fait vraiment la taille du pansement, elle est très grande, je l'ai vue quand j'ai été changer le pansement, j'ai demandé pour la voir. Elle est vraiment très grande, apparemment c'est normal avec les récidives, mais apparemment ça cicatrisera bien et c'est quand même assez fin. Ce matin par contre je me suis vraiment réveillée, je pense que ça se voit encore un peu, avec un très gros œdème au niveau de l'œil, je savais à peine ouvrir mon œil. On voit encore que c'est très gonflé ici. Ici on voyait même plus ma paupière tellement c'était gonflé sous le pli de l'œil. Là même chose, on voyait même plus ma fosse lacrymale, on voyait, enfin c'était de l'horreur. On savait à peine distinguer mon œil dans la chair, c'était l'horreur. Au fur et à mesure de la journée, ça s'est un peu diminué, le gonflement a diminué. Et ensuite, lorsque j'étais à l'hôpital pour retirer donc le pansement compressif, j'ai l'impression que mon sang s'est remis à circuler parce que dans les 10 minutes, ça s'est vraiment beaucoup dégonflé. Et là, franchement, par rapport à ce matin, c'est un changement vraiment radical. Là, on va dire que pour comparer à ce matin, je suis presque normale. Hein. Donc voilà, je suis assez contente à ce niveau-là parce que franchement l'œdème de ce matin c'était juste horrible. Pour pouvoir voir quelque chose, j'étais obligée de tirer ma peau comme ça tellement je voyais rien du tout, c'était ignoble. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Au niveau douleur, honnêtement, c'est acceptable. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais c'est acceptable. Donc voilà, je pense qu'on va se retrouver mercredi prochain lorsque j'irai enlever les fils. Sauf si, entre-temps, il y a de nouvelles choses qui se passent, donc j'ai envie de vous parler. Et voilà, nous sommes donc arrivés à la dernière étape de ce processus. Donc nous sommes le vendredi 17 avril et ça fait maintenant 2 jours que j'ai retiré mes fils. Donc voilà la cicatrice. Bon, si elle est un petit peu mauve, c'est simplement parce que je viens de refaire mes cheveux. En fait, ça faisait 1 semaine et demie que je ne m'étais plus lavé les cheveux pour vraiment éviter tout contact d'eau avec le pansement, avec la cicatrice, parce que même après avoir retiré les fils, je devais continuer de désinfecter et ne pas toucher pendant 2 jours. J'en ai profité, comme mes cheveux étaient très gras, pour refaire mes racines et mes longueurs. Donc plus les cheveux sont gras et moins ça abîme. J'ai refait mes cheveux et c'est un petit peu décoloré malheureusement sur la dernière coude de la cicatrice. Donc je vais me rapprocher. Donc voilà, on a quand même une cicatrice qui est assez jolie, assez fine. C'est encore fort gonflé ici, mais apparemment ça va dégonfler. Là il me reste en fait la petite croûte ici parce que j'ai eu un drain. Donc voilà, le drain lorsqu'on l'a retiré, il y a encore un peu de liquide qui a coulé dans le pansement. Donc ça a fait une petite croûte. D'ici 1 semaine, 1 semaine et demie, ça devrait être parti. Et normalement d'ici 6-7 mois on ne devrait plus voir la cicatrice si ça se passe comme la précédente fois. Donc voilà, on arrive à la fin de ce processus d'ablation du kyste dermoïde. En tout cas c'est tout pour le moment. J'espère, je croise les doigts, je prie pour que ça ne revienne
pas. Donc c'est quand même une anesthésie générale, donc mine de rien, anesthésie générale c'est toujours une épreuve à passer pour le corps. Et il faut toujours du temps pour s'en remettre. Ici ça fait une semaine et demie que j'ai eu l'opération et je me sens encore fort fatiguée. J'ai des pertes d'appétit, enfin voilà, je me sens pas encore au top du top, je suis pas encore dans mon assiette. Si je pouvais encore éviter dans un an d'avoir une opération avec une anesthésie générale, ça m'arrangerait franchement. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que si vous avez vous aussi un kyste dermoïde, j'espère que cette vidéo aura pu vous informer, que ça aura pu vous rassurer peut-être. En tout cas moi j'ai été contente de vous faire cette vidéo pour vous informer. En tout cas on se retrouve très prochainement pour une vidéo make-up. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo.